Il suffit d'un geste, en fait. Un geste extrêmement banal. Ouais, un automatisme, quoi. Exactement. On se lève, disons, à 3 heures du matin, une petite soif se fait sentir, on titube jusqu'à la cuisine dans le noir, et là, on tourne une simple poignée en métal. Et instantanément, une eau claire, fraîche et potable coule à la perfection. Voilà. C'est un acte tellement quotidien qu'on n'y prête absolument aucune attention. Et pourtant, pour que cette eau arrive exactement à ce moment-là dans notre verre, il a fallu que des ingénieurs piratent littéralement le cycle naturel de l'eau. C'est vraiment le paradoxe de notre confort moderne, en fait. Ah oui, oui. Bah oui, l'eau potable au robinet, c'est un miracle logistique absolu, mais la société l'a totalement normalisé. On a tendance à percevoir le robinet comme la source même de l'eau. Alors que pas du tout. Mais pas du tout. Ce petit bout de métal, c'est juste la ligne d'arrivée d'un marathon technologique et physique colossal. Et je suis ravie d'en parler aujourd'hui, parce que c'est exactement la mission de notre plongée en profondeur. On va décortiquer les documents techniques de ce qu'on appelle l'alimentation en eau potable, ou l'AEP. Un monde souterrain totalement invisible mais vital. C'est ça. Et avant même de parler de tuyaux ou de pompes gigantesques, il y a un concept de base dans nos sources qui m'a vraiment interpellée. Lequel? Quand on regarde comment ces réseaux sont conçus, on comprend vite que l'ingénieur ne crée absolument rien. Il ne fait que dompter une machine naturelle qui tourne déjà. Ouais, c'est très juste. Et le moteur principal de notre robinet, au final, c'est le soleil. Absolument. C'est la base de tout. Tout réseau artificiel n'est qu'une prothèse qu'on greffe sur le cycle naturel. L'énergie solaire, en fait, c'est la toute première pompe du système. Comment ça, une pompe Le soleil chauffe les océans, ce qui provoque une évaporation massive. C'est une usine de dessalement naturel géante, quoi. Ça crée des nuages et la gravité se charge du reste en faisant retomber l'eau sous forme de pluie. Donc l'être humain se contente d'attendre que cette eau touche le sol pour l'intercepter. Voilà, c'est de la capture. Mais intercepter cette eau, c'est là que les vrais ennuis commencent pour les ingénieurs. Ah ça, c'est clair. D'accord, décortiquons tout ça. L'eau a deux comportements naturels, c'est bien ça. Ouais, en gros, soit elle reste en surface, ce qui forme des lacs ou des rivières. Là, on peut la bloquer avec des barrages géants. Et la deuxième option, qui est super courante, c'est quand elle s'infiltre profondément dans le sol. Exactement. Elle s'infiltre pour créer ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Et c'est là que l'ingénierie doit s'adapter de façon assez drastique, tu vois. C'est ce qui m'a fasciné dans la documentation. Il y a une règle d'or, une sorte de frontière invisible, la barrière des 15 mètres de profondeur. Ah, la fameuse limite de succion. Voilà. Si l'eau est à moins de 15 mètres sous nos pieds, on creuse un puits classique. Mais si elle est plus profonde, on passe à un forage. Tout à fait. Pourquoi cette frontière si stricte des 15 mètres? Je sais pas, c'est juste une norme administrative? Ah non, pas du tout. C'est une limite imposée par les lois implacables de la physique. Et plus précisément, par la pression atmosphérique. La pression de l'air. Quel est le rapport avec l'eau souterraine? Et la pression de l'air autour du verre qui pousse le liquide à monter dans la paille. Pour l'eau souterraine, c'est le même principe. Une pompe en surface crée un vide pour aspirer l'eau. Sauf que la pression de l'air n'est pas infinie. Voilà, vous avez tout compris. La pression atmosphérique terrestre ne peut pousser une colonne d'eau que jusqu'à environ 10 mètres de haut. Disons 15 mètres grand maximum, avec des systèmes très optimisés. Et au-delà, que se passe-t-il? La colonne d'eau se fracture. C'est un phénomène physique qu'on appelle la cavitation. Attendez, donc si la nappe phréatique est à 20 mètres sous terre, aucune pompe posée à la surface, même la plus puissante du monde, ne peut aspirer cette eau. C'est physiquement impossible de la tirer depuis le haut. En fait, la pression chute tellement dans le tuyau que l'eau bout à température ambiante et se transforme en gaz. Ah ouais, carrément. L'eau bout à cause du vide. C'est fou. Ouais, donc au-delà de ces fameux 15 mètres, la stratégie doit radicalement changer. Il faut arrêter d'essayer de tirer l'eau et commencer à la pousser depuis le bas. Et c'est ça, un forage. C'est exactement ça. On perce la croûte terrestre, parfois sur des centaines de mètres de profondeur, et on y descend une pompe submersible directement baignée dans la nappe. D'accord, donc c'est elle qui pousse toute cette masse d'eau vers le haut, mais le niveau de complexité n'a plus rien à voir. Ah c'est sûr. Un puits, c'est un simple trou assez large. Un forage, c'est une véritable intervention chirurgicale profonde. Avec des machines de pointe, des coûts astronomiques et une consommation d'énergie folle, juste pour vaincre la gravité sur les premiers mètres. Et le pire, c'est que ça, ce n'est que la toute première étape, le captage. Ouais, parce qu'une fois qu'on a l'eau, qu'elle vienne d'un barrage ou de 100 mètres sous terre, il faut bien l'amener jusqu'aux villes. C'est ce qu'on appelle l'adduction.
Et là encore, on fait face à un duel constant avec la géographie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans nos sources, on voit qu'il y a deux grandes méthodes. D'un côté, on a l'adduction gravitaire. Ça, c'est un peu la solution de facilité, non? Ouais, c'est le système rêvé par tout ingénieur. Si la source d'eau est située dans des montagnes, au-dessus de la ville, l'eau coule d'elle-même. C'est l'équivalent de glisser sur un toboggan. C'est le principe des aqueducs romains, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, certains fonctionnent encore aujourd'hui grâce à des simples pentes calculées au millimètre près. Mais, parce qu'il y a un mais, la réalité topographique moderne est souvent un peu plus cruelle. C'est clair, la plupart des grandes métropoles ne sont pas assises confortablement au pied d'une montagne gorgée d'eau. Voilà. Et quand on n'a pas de pente naturelle favorable, du coup, on passe à l'adduction par refoulement. Et là, pour reprendre mon analogie, c'est fini le toboggan. Le refoulement, c'est plutôt devoir monter une colline abrupte sous un soleil de plomb en portant des sacs remplis de bouteilles d'eau. C'est une excellente image. Mais à l'échelle d'une ville entière, quand on sait qu'un seul mètre cube d'eau pèse une tonne, le défi énergétique me semble délirant. Bah, il l'est, franchement. Le refoulement exige des stations de pompage titanesques. On parle de moteurs électriques massifs qui tournent 24 heures sur 24. Juste pour forcer littéralement des milliers de tonnes d'eau à monter des pentes. C'est ça. L'énergie consommée par ces pompes représente très souvent l'une des plus grosses factures d'électricité d'une région entière. C'est un budget colossal. Mais alors, une question bête, que se passe-t-il s'il y a une panne de courant majeure? L'eau, avec tout son poids, redescend à toute vitesse et détruit les tuyaux? Heureusement non. Il y a des systèmes de sécurité. Des clapets anti-repours qui se ferment instantanément pour bloquer la chute de l'eau. Ouf, d'accord. Bah oui, en cas de panne électrique prolongée, la lutte contre la gravité est perdue d'avance et l'adduction s'arrête net. C'est pour ça que l'ingénierie de l'eau, c'est indissociable de l'ingénierie de l'énergie. C'est fascinant. Et avant d'envoyer toute cette eau pompée dans nos villes, il y a un arrêt obligatoire et vital, la station de traitement. Ah oui, l'étape de potabilisation, orchestrée avec une extrême rigueur, souvent par de grands organismes nationaux. Filtration physique d'abord, pour retirer le sable et la boue, puis désinfection chimique contre les bactéries et les virus. Mais ce qui est très spécifique, c'est le positionnement de cette usine sur le réseau. Ouais, elle est toujours placée après le captage brutal, évidemment, mais impérativement avant le stockage urbain. C'est une règle sanitaire absolue, c'est ça? Tout à fait. On traite l'eau à tout de suite améliorée au plus près possible de la ville. On refuse catégoriquement de transporter de l'eau propre sur des dizaines de kilomètres dans la nature. Au risque qu'elle se contamine en chemin? Exactement. Et surtout, la règle d'or, c'est qu'on ne veut jamais faire entrer une seule goutte d'eau non traitée dans les immenses réserves d'une ville. Et justement, en parlant de ces réserves, l'eau arrive enfin propre aux portes de la ville, mais elle ne fonce pas directement dans nos cuisines. Non, elle doit attendre son heure. Elle entre dans ce qu'on appelle les infrastructures de stockage, donc les grandes bâches d'eau au sol, et surtout les fameux châteaux d'eau. Et là, il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Ah, les châteaux d'eau, c'est tout un symbole. J'avoue que je me suis souvent posé la question en conduisant, en voyant ces espèces d'immenses champignons de béton de 40 mètres de haut, pourquoi on s'embête à construire des structures aussi massives? C'est vrai que ça paraît contre-intuitif aujourd'hui. Ouais, pourquoi ne pas simplement mettre des pompes super puissantes au niveau du sol qui injecteraient l'eau dans les tuyaux exactement au moment où quelqu'un ouvre son robinet? C'est une question très légitime. Et la réponse réside en fait dans l'imprévisibilité totale du comportement humain. L'imprévisibilité? Imaginez une ville, le matin. Entre 7 heures et 8 heures, des centaines de milliers de personnes se lèvent en même temps. Elles prennent leur douche, lancent le lave-linge, préparent le café. Le grand pic du matin, oui. Si on devait pomper l'eau à la demande, il faudrait des pompes de la taille d'un immeuble pour encaisser ce pic de consommation colossal. D'accord. Je commence à voir le problème. Et le pire, c'est qu'à 3 heures du matin, quand tout le monde dort profondément, ces pompes géantes tourneraient presque à vide, Et j'imagine qu'elle finirait par surchauffer. surchauffer ou même faire exploser les tuyaux à cause de la surpression. Les variations de demande sont beaucoup trop violentes pour être gérées en direct par des machines. C'est un cauchemar mécanique, en fait. Exactement. C'est pour ça que le château d'eau, si on relie cela à une perspective plus large, c'est la solution d'ingénierie parfaite. Ce n'est pas juste une grosse cuve en hauteur pour faire joli. Non, c'est une immense batterie d'énergie potentielle. Une batterie A, donc c'est de l'énergie stockée sous forme de hauteur. Voilà, c'est ça. Pendant la nuit, quand la demande est au plus bas, de petites pompes très économiques et constantes remplissent doucement la cuve perchée dans le ciel. D'accord. Et le matin, bim, lors du grand pic de 7 heures,
On n'a besoin d'aucune pompe supplémentaire. C'est simplement le poids vertigineux de l'eau stockée en hauteur, la gravité pure, qui s'écrase dans les tuyaux de la ville. Exactement. Le château d'eau agit comme un amortisseur. Il garantit que tout le monde ait une pression forte et égale, peu importe l'heure, sans stresser le système électrique. C'est brillant, d'une simplicité absolue. On utilise la gravité comme une force de lissage. Et une fois que l'eau quitte cette tour, elle plonge dans le labyrinthe final. Le réseau de distribution souterrain. Un véritable système sanguin caché sous le bitume, avec ses artères principales de grand diamètre, par exemple du 110 mm, qui se divisent ensuite en artères secondaires de 90 mm, Pour finir en tout petits capillaires dans les quartiers résidentiels, en 75 mm. et ce rétrécissement progressif se met pas fait au hasard pour économiser un peu de plastique sur les chantiers, n'est-ce pas Sam? Ah bah non, pas du tout. C'est une nécessité hydraulique fondamentale pour maintenir la pression sur tout le réseau. Alors, attendez, c'est comme... Ah oui, c'est comme quand on met son pouce sur l'embout d'un tuyau d'arrosage dans son jardin. C'est la métaphore parfaite. Si le tuyau d'arrosage reste grand ouvert, l'eau coule mollement à vos pieds, parce que la pression chute au bout du circuit. Ouais, logique. Mais en mettant votre pouce, vous réduisez le diamètre. Vous forcez l'eau à passer par un espace plus petit. Ce qui accélère le flux et maintient une pression suffisante pour arroser les plantes à 10 mètres de distance. Voilà. Donc, en rétrécissant les tuyaux sous les routes au fur et à mesure qu'on s'éloigne du château d'eau, on s'assure d'une chose cruciale. Que la pression reste constante. Oui. Que même la personne qui vit au bout de la toute dernière rue de la ville, au dernier étage de son immeuble, reçoive un jet d'eau puissant dans sa douche. C'est un puzzle géant. Mais concevoir ce système, avec des milliers de croisements, ce qu'on appelle des nœuds dans les documents, des vannes pour isoler un quartier sans couper toute la ville, des bouches d'incendie, ça demande une précision effrayante. C'est clair. On ne peut pas improviser l'ingénierie souterraine. Et ça nous amène justement à la face cachée de tout ce processus. Faire ça pour une rue, je veux bien. Mais coordonner ces pressions pour une métropole entière, avec ses collines, ses vallées, C'est un casse-tête mathématique monumental. comment les ingénieurs font-ils pour ne pas se tromper? Parce qu'on ne peut pas juste creuser la rue, jeter un tuyau dedans et prier pour que l'eau arrive au bon endroit. Le travail réel, celui qui garantit que l'eau coulera à la fin, se passe des mois, voire des années avant le premier coup de pelleteuse. La fameuse phase de conception. Oui, un projet AEP, c'est 3 grandes phases. L'identification, d'abord, on vérifie s'il y a assez d'eau à la source pour une ville qui va grandir sur 20 ans. Ensuite, la conception, et c'est là que la vraie magie opère. Les calculs sur papier. Plus de nos jours, non? Des géomètres scannent la topographie de la ville au centimètre près. Et surtout, les ingénieurs utilisent des logiciels de modélisation hydraulique surpuissants. Donc en fait, ils construisent une sorte de ville virtuelle. Un clone numérique du réseau d'eau, avant même d'acheter le moindre bout de plastique. C'est exactement ça. Et que calcule-t-il avec ce logiciel? Il simule le comportement de l'eau dans chaque centimètre du futur réseau. Avant que ce soit construit. C'est fou. Ouais. Il calcule les pressions exactes dans chaque nœud et surtout les vitesses d'écoulement. L'ingénieur rentre les pires scénarios possibles dans l'ordinateur. Du genre la canicule. Voilà. Que se passe-t-il si c'est la canicule, à 8 heures du matin, et que les pompiers ouvrent d'un coup une borne d'incendie géante dans tel quartier? Ah oui, la pression chute d'un coup. Et le logiciel doit calculer si, malgré ça, l'eau arrivera toujours au 4e étage du bâtiment d'à côté. Mais alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que se passe-t-il s'il y a une erreur dans cette simulation numérique? Quel est le pire scénario si l'ingénieur calcule mal un diamètre de tuyau? Cela soulève une question importante, parce que la marge d'erreur est littéralement de 0. Les conséquences sont destructrices. Vraiment? À ce point? Oui. Si le logiciel modélise une vitesse d'écoulement trop faible parce que le tuyau choisi est trop grand, l'eau va stagner. Et de l'eau qui stagne. De l'eau potable qui stagne dans l'obscurité d'un tuyau tiède, c'est le milieu de culture idéal pour les bactéries. Tout l'effort de la station de traitement en amont est instantanément annulé. L'eau devient un danger sanitaire. D'accord, donc l'eau doit bouger en permanence. Et à l'inverse, si l'eau circule beaucoup trop vite dans un tuyau trop étroit, Si l'eau va trop vite, elle se transforme en papier de verre. en papier de verre, La friction de l'eau va éroder l'intérieur des conduites de manière prématurée. Ça détruit des infrastructures censées durer un demi-siècle en seulement quelques années. ah ouais, c'est radical. Et pire encore, imaginez un mauvais calcul de pression, une erreur de simulation sur la hauteur du château d'eau par exemple. Les canalisations du centre-ville explosent littéralement sous la force de l'eau, déchirant la chaussée. Ça donne vraiment le vertige.
Il y a donc une équipe d'ingénieurs rivés à des écrans qui peaufinent des algorithmes et rédigent ce fameux dossier d'appel d'offres, le DAO. Un document qui pèse des centaines de pages, avec le détail du moindre boulon. Et ce n'est qu'après des mois de cette gymnastique mentale que la phase de réalisation physique commence. Les tranchées sont ouvertes, les ouvriers posent les conduites de 110, de 75. Mais en fait, sur le terrain, ils ne font qu'exécuter aveuglément une partition musicale écrite par des logiciels et des mathématiques appliquées. L'infrastructure physique qu'on voit n'est que l'ombre de l'infrastructure intellectuelle qui l'a précédée. C'est une belle façon de le dire. C'est le triomphe de la modélisation prédictive. C'est un voyage véritablement spectaculaire quand on prend le temps de le retracer de bout en bout. Si on récapitule un peu, tout commence avec l'énergie monumentale du Soleil. Qui évapore les océans et fait tomber la pluie. Cette eau s'infiltre parfois profondément dans la Terre, obligeant des machines à percer la croûte terrestre au-delà de 15 mètres pour la pousser vers le haut, à cause de la physique. Ensuite, elle est soulevée de force à travers les montagnes par d'énormes pompes de refoulement très énergivores. Elle est nettoyée de ses impuretés en station, puis hissée à des dizaines de mètres dans le ciel dans un château d'eau. Là, elle attend son heure, stockée comme de l'énergie gravitationnelle pure. Et au moment fatidique, au petit matin, elle s'élance dans les ténèbres sous le bitume. Guidée à travers un labyrinthe de tuyaux dont le diamètre se rétrécit stratégiquement, calculé par des superordinateurs pour éviter la stagnation ou l'érosion, Tout ça, ouais. Des années de travail, des millions d'euros d'investissement. simplement pour qu'on puisse se lever à moitié endormi, se servir un verre d'eau en pleine nuit, en 3 secondes chrono, sans même y penser. C'est la définition même d'une technologie aboutie, en fait. Elle devient tellement efficace, tellement fiable au quotidien, qu'elle en devient complètement invisible. C'est l'essence même de l'alimentation en eau potable. Absolument. Mais parce qu'il y a un grand mais pour clôturer cette exploration, ce qui est totalement fou, c'est que cette histoire incroyable qu'on vient de raconter, elle ne s'arrête pas là. Ah non, pas du tout. Une fois qu'on a bu ce verre, ou une fois qu'on a fini de se savonner sous la douche, l'eau s'engouffre dans le siphon, et là, on a tous le même réflexe psychologique, on pense que l'eau disparaît, que l'histoire est terminée. Alors que ce n'est que la fin du premier acte. Exactement. Le moment où l'eau touche la grille de notre évier, c'est le point de départ d'un tout nouveau périple, au moins aussi vaste et complexe que le premier. Le fameux réseau d'assainissement. Voilà, cette eau, devenue ce qu'on appelle de l'eau usée, plonge dans un autre univers souterrain. Elle va devoir être collectée à nouveau et transportée, cette fois sans l'aide de la pression magique des châteaux d'eau. Dirigé vers des stations d'épuration immenses pour subir un traitement totalement différent. Il va falloir la nettoyer de nos savons, de nos pollutions chimiques et organiques pour la rendre suffisamment inoffensive avant d'oser la relâcher dans une rivière ou un océan. Et vous savez pourquoi on prend tant de précautions pour la relâcher dans la nature ? Dites-moi. Parce que cette même eau que nous rejetons aujourd'hui sera inévitablement frappée par les rayons du soleil de demain, elle s'évaporera à nouveau, formera un nouveau nuage. Et le cycle infini recommencera. C'est une boucle parfaite. Une danse interrompue entre les forces titanesques de la nature et le génie mathématique humain. C'est une perspective qui donne vraiment le vertige. Et qui, je l'espère sincèrement, nous fera tous regarder le siphon de notre lavabo ou le robinet de notre cuisine avec un tout nouveau respect. Je suis sûr qu'on n'ouvrira plus le robinet de la même façon. C'est clair. La prochaine fois qu'on fera couler l'eau pour se brosser les dents, on repensera à l'immense machinerie invisible qui s'est mise en mouvement sous nos pieds. Exactement. C'est tout pour notre plongée du jour. Merci de nous avoir suivis dans ce monde souterrain. À la prochaine.